Pourquoi vous voulez rester là? Ouais, parce que c'est mon village. Oui, oui. Nous autres, on veut rester avec tous les Amérindiens, pas avec les Blancs, là. On veut pas les Blancs qui restent ici, là. Mais pourquoi vous ne les aimez pas? Ben, je sais pas moi, parce qu'ils nous appellent les sauvages. Pas toute la gang, en tout cas. Pas toutes. Il y en a quelques-uns qui sont corrects. C'est eux autres qui nous rejettent dans le lac. Non, ils nous rejettent, là. Ben, ils veulent pas de nous autres. C'est un grand danger que de prendre sa culture comme point de référence, comme nombril du monde. Les Indiens du Canada se disent victimes de ce qu'ils appellent le complexe de Tarzan qui prétend leur apporter la civilisation. 180 000 au début des années 60, les Amérindiens du Canada sont aujourd'hui 300 000 environ selon les statistiques officielles réparties entre les trois grandes familles algonquines, inuites et iroquoises confinées dans des bandes de terre appelées réserves. Les montagnais de Pointe-Bleue appartiennent à la grande famille algonquine qui représente les 2 tiers de la population amérindienne. Les communautés montagnaises du Québec, 10 au total, s'échelonnent le long du fleuve Saint-Laurent de Saint-Augustin sur la côte nord jusqu'à Pointe-Bleue en bordure du lac Saint-Jean. D'après certaines expertises archéologiques, les Amérindiens seraient les premiers habitants du Canada. Ceux qui ont fait partie des premières vagues se sont établis ici il y a environ 40 000 ans. Mais quelle évolution ont suivi ces populations amérindiennes du Canada? Elle a fait la même évolution que toutes les civilisations mondiales, sauf que ça a été beaucoup plus accéléré. Alors, dans l'espace, disons, de 2 générations, je dirais, 20 ans, disons, ils ont passé de l'âge du néolithique, chasseur-cueilleur, à l'âge industriel, à l'âge moderne. La proportion de la population active indienne a elle aussi évolué. Elle est passée de 48 à 54% entre 1966 et 1976. Cette évolution serait due à l'explosion démographique chez les Indiens. Cependant, la participation indienne à la main-d'œuvre dans l'économie des salaires a modestement augmenté au cours des 10 à 15 dernières années. Les facteurs qui influent sur le degré de participation des Indiens à la main-d'œuvre nationale sont le manque d'emploi à proximité ou au sein des collectivités indiennes, ce qui décourage les autochtones à chercher activement du travail, bon nombre d'Indiens s'adonnant encore aux activités traditionnelles et qui par conséquent ne font pas partie de la main-d'œuvre salariée. Mais de quoi vivent au juste les Amérindiens? Il y a peut-être encore des familles qui vivent encore de choses, mais de moins en moins quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent, qui ont des emplois sur sa réserve. Il y en a d'autres qui travaillent aussi en dehors, hors réserve. Disons que celles qui sont en zone périurbaine ou proche des villes, ils sont, disons, les comportements similaires un peu à ce qui se passe en ville même. Par contre, lorsqu'on s'éloigne, qu'on va vers les régions où encore la chasse et la pêche se pratiquent, quoique de façon modifiée par rapport à la période ancienne, à ce moment-là, on retrouve beaucoup plus de différences parce que la langue, la culture ont été retenues. Ce type de communauté traditionnelle se rencontre essentiellement dans la région de l'Est du Québec, chez les populations montagnaises de Saint-Augustin et de la Romaine. La région du centre, comprise entre la Romaine et Baie-Comeau, est essentiellement habitée par des communautés montagnaises dites de type traditionnel. La région de l'ouest de Baie-Comeau regroupant, elle, les communautés de type acculturé du fait de la rencontre des cultures québécoises et amérindiennes. L'attitude générale des traditionnels par rapport à la culture blanche se caractérise par l'envie. On magnifie ce qui vient de l'extérieur. Mais le costume traditionnel est fièrement revêtu au moindre événement. L'on se fait un point d'honneur de diriger sans l'aide des Blancs les institutions de la communauté. L'étendue constitutionnelle de la responsabilité fédérale à l'égard des Indiens constitue aujourd'hui une source de débats fort passionnés. L'acte de l'Amérique du Nord britannique, qui octroie au gouvernement fédéral le pouvoir de légiférer dans tous les domaines concernant les Indiens et les terres indiennes, alimente dans les communautés amérindiennes bien des protestations. Nous demandons l'égalité et la justice envers les femmes autochtones, qu'elles soient statuées ou non statuées. On leur demande aussi que les gouvernements du Canada nous reconnaissent sur la Constitution canadienne, qu'ils abolissent la loi 12.1b, la loi des Indiens. Aussi, on demande que les femmes aient un jour le pouvoir de choisir leur conjoint librement et non être toujours pris dans un ghetto face à la loi discriminatoire que comprend la loi 12.1b. Je suis une Amérindienne. Je demeure pas à Pointe-Bleue présentement parce que j'ai été mariée à un Blanc. Puis on ne peut pas venir rester encore actuellement sur la réserve. Pourquoi? Parce qu'elle était mariée à un Blanc, mais
On avait la loi là, disait que quand tu mariais un Blanc, tu perdais ton statut d'Indien. Par contre, ceux qui sont célibataires ou qui vivent conjointement avec quelqu'un ne perdent pas leur statut. Alors, il y a beaucoup de célibataires, de femmes célibataires qui ne se marient pas pour justement garder leur statut. Par contre, la loi ne prévoit aucune restriction concernant le mariage des Amérindiens avec des filles de race blanche qui sont bien volontiers acceptées dans les réserves. L'on pense que cette situation n'entame nullement les fondements culturels de la communauté amérindienne. Les Indiens interrogés croient fermement que le maintien et la promotion de leur culture sont absolument essentiels à leur bien-être social. Des progrès ont été réalisés ces 10 dernières années au plan économique pour améliorer les conditions de vie des Amérindiens. Il y a eu une certaine amélioration, disons, quand on parle peut-être des montants qui sont injectés au niveau des Indiens, notamment en matière d'habitation, peut-être en matière d'éducation aussi. Il y a certaines choses donc, qui sont prônées par les conseils de bande en matière d'autonomie, telles que la prise en charge de certains services. Mais du côté social, je pense que la situation est demeurée la même, sinon empirée. C'est-à-dire qu'il y a un haut taux de chômage, disons, dans les réserves indiennes. Quand on parle d'emploi, disons, à l'extérieur des réserves, je pense que c'est quasiment impensable si on regarde la situation économique aussi du Québec et du Canada. Le territoire s'est réduit en peau de chagrin jusqu'à un certain point. C'est un peu comme pour les animaux dans un jardin zoologique comme tel. On ne comprend pas pourquoi ils sont malheureux, parce qu'ils sont nourris, logés par le gouvernement fédéral, etc. Mais essentiellement, c'est parce qu'on a rapetissé leur territoire jusqu'à un certain point. C'est ce qu'on appelle les réserves. Les Amérindiens, en général, ont une difficulté à s'adapter, si tu veux, à un genre de vie qu'on mène. C'est-à-dire un genre de vie ayant un certain niveau d'instruction, un certain niveau de vie en collectivité. Et je sais que les Amérindiens, étant donné leur histoire qui dit que ces gens-là possèdent le pays, autrement dit, ils étaient les premiers lorsque arrivés au pays, et étant donné qu'ils ont une restriction, si tu veux, au niveau du territoire, qui fait que ces gens-là vivaient au départ de la chasse et de la pêche, et que maintenant, ils sont contraints à vivre un niveau de vie différent. Et ces gens-là ont une difficulté d'adaptation qui fait que je pense que nous considèrent comme des racistes dans ce sens-là. Je pense qu'on trouve toujours des peuples, les Canadiens inclus, les Québécois inclus, qui glorifient leur propre culture et souvent dénigrent les autres cultures. Mais dans ce sens-là, ils n'ont pas le monopole mondial du racisme, comme vous dites. Même du côté autochtone, on trouve la contrepartie. Sylvie Côté, les Amérindiens trouvent que les Blancs canadiens sont racistes. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je dirais que oui, un peu. 50% oui, 50% non. Personnellement, moi, je ne suis pas la raciste, mais je sais très bien qu'il existe des différences dans les milieux amérindiens. C'est une question de culture, c'est une question d'adaptation à notre niveau de vie. Comment tu trouves les étudiants amérindiens de l'Université du Québec à Chicoutimi? Au même titre que les étudiants blancs, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent pour chercher de l'information, viennent pour acquérir des connaissances, et ils le font exactement comme les Blancs le font. C'est-à-dire, à mon idée personnelle, il n'y a pas de différence entre un Amérindien et un Blanc. La différence, elle existe dans les cœurs des gens qui ont des conflits. Bon nombre de Canadiens blancs soutiennent aujourd'hui que ces conflits raciaux sont alimentés par les traditionalistes incapables d'encaisser les changements. Avec un taux de scolarisation de plus en plus élevé, l'Université du Québec à Chicoutimi compte à elle seule 300 étudiants autochtones. La nouvelle génération amérindienne fait désormais sa marche dans les domaines des sciences et des arts et s'adapte mieux aux bouleversements sociaux. Avant, les gens faisaient la chasse, si vous voulez, avec des arcs et des flèches. Maintenant, ça prend des diplômes universitaires et des dossiers bien montés. Cette génération d'intellectuels amérindiens s'efforce aujourd'hui de donner à leur peuple les moyens de sortir dignement de la situation qu'il connaît actuellement. Car la réalité des Amérindiens n'est guère reluisante. Perte d'identité culturelle, taux de suicide 3 fois plus élevé que celui de la moyenne nationale, alcoolisme répandu, 35% du chômage, dépendance de l'aide financière gouvernementale. Toutes les revendications, notamment culturelles et politiques, émanent de l'élite amérindienne formée dans les grandes écoles du pays, pour qui la constitution d'un gouvernement amérindien est le seul moyen d'éviter l'effritement de la culture indienne et assurer le bien-être des Amérindiens. Nous croyons un gouvernement indien. Quand on parle de gouvernement, on parle vraiment d'un gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement à moitié ou à peu près qui sera patronné ou dirigé par un autre gouvernement, mais on veut avoir notre vrai gouvernement indien. Et on a parlé, moi j'ai parlé de 3 paliers, bien entendu. Je parle
au niveau de la bande, où on a déjà un gouvernement qui est élu par les membres de chaque bande. On a un chef et des petits chefs. Et au niveau de la nation, ça serait un autre palier. Et le troisième palier, bien entendu, c'est au niveau national, quand on parle de l'Assemblée des Premières Nations ou de la Confédération des Nations au niveau national. Je pense qu'il n'y a aucune menace à l'ensemble de la société là-dedans, parce que si je comprends bien, ce gouvernement va avoir juridiction uniquement sur les terres des réserves qu'ils occupent à l'heure actuelle. Et à ce moment-là, ce gouvernement-là va continuer à être dépendant des gouvernements plus forts ou plus établis par la société majoritaire. C'est que dans la mesure où il y a revendication territoriale, que le gouvernement risque d'avoir une valeur, dans le sens qu'il faut que le gouvernement s'assoie sur une assiette territoriale qui puisse être utilisée. Sans ça, il n'y a pas de développement économique possible. À ce moment-là, je pense que c'est une manœuvre de diversion pour que les Indiens cessent leurs revendications territoriales. On veut se gouverner, donnez-nous les outils pour se gouverner. Alors le gouvernement a dit OK, mais uniquement sur vos réserves. Très tôt, je pense que les leaders autochtones vont se rendre compte que seulement qu'avec la superficie des réserves, ils n'ont pas, si vous voulez, la masse critique nette pour un développement économique assuré dans l'avenir. Et la revendication territoriale va devenir l'enjeu de l'an 2000 ici au Canada et probablement ailleurs où les Autochtones existent. Vous pensez que c'est une crainte de voir les Amérindiens se regrouper et devenir un peu plus forts? Enfin, c'est pas ça? Il y a ça, dans la mesure où tu contrôles les institutions qui affectent ta vie, comme l'éducation, le développement économique, social, etc. Dans la même mesure, il y a plus de cohérence dans le dialogue et dans le langage des populations autochtones. Dans la même mesure, à ce moment-là, les revendications risquent d'être plus cohérentes. À ce moment-là, c'est plus difficile de faire la sourde oreille à de telles revendications. Notre mandat est de consulter avec les Indiens au Canada, de déterminer exactement les structures, dans quelle façon il veut ces transferts de pouvoir, les moyens de financement. Nous avons maintenant voyagé et parlé avec les Indiens dans toutes les provinces du Canada. Nous sommes prêts d'écrire notre rapport dans quelques semaines. Et il y a un consensus très fort sur plusieurs points. Les Indiens du Canada étaient gouvernés par une bureaucratie, par un ministère pour les Affaires indiennes, qui est vraiment, dans un sens, un système colonial, avec des fonctionnaires à Ottawa et même ici à Québec, faisant leurs décisions, même les petites choses concernant leurs réserves, leur culture, leur langue, et c'est pas acceptable.